Samedi 14 décembre 2024, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Il est 13 h. Bonjour et bienvenue dans votre journal. À Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le vice-président de la République a pris part hier à l'ouverture de la 17e World Policy Conference. Tiemoko Melie-Kone a rappelé le contexte mondial particulièrement critique sur les plans sécuritaires, économiques et politiques, appelant au plus tôt à une prise de conscience collective. La 4e édition du Festival national de l'Afrique qui se tient au Parc des Expositions de Treichville a été lancée par le Premier ministre, placé sous le thème « Jeunesse et culture ». Cet événement vise à sensibiliser la jeunesse sur l'importance de préserver les valeurs culturelles africaines tout en célébrant la richesse du patrimoine ancestral du continent. Au moins 86 avions provenant des Émirats Arabes Unis auraient atterri à Amdjaras au Tchad depuis le début de la guerre au Soudan. Les Nations Unies soupçonnent les Émirats Arabes Unis d'utiliser cet aéroport pour acheminer des armes aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemedti. Abu Dhabi a toujours nié ces accusations. Tiemoko Melie-Kone a pris part hier à Abu Dhabi à la World Policy Conference, la conférence sur la politique mondiale. Cette organisation indépendante qui réunit chaque année des décideurs, des chercheurs et des leaders d'opinion de haut niveau des 5 continents pour réfléchir sur la manière de contribuer à améliorer la gouvernance mondiale dans tous ses aspects et de promouvoir un monde plus ouvert, plus prospère, plus juste et respectueux de la diversité des États et des nations. Le vice-président a appelé à une action urgente et concertée. Fatou Fofana. La gouvernance économique mondiale, la paix au Moyen-Orient, le changement climatique, l'avenir de l'Europe après la guerre en Ukraine ou encore l'élection du président américain Donald Trump, autant de sujets au cœur des échanges de la World Policy Conference du 13 au 15 décembre à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. La Côte d'Ivoire est représentée à cet espace privilégié de réflexion économique et géostratégique par son vice-président Tiemoko Melie-Kone. Cette plateforme permet aux décideurs, chercheurs et leaders d'opinion de divers horizons d'échanger sur la marche du monde, de partager leurs idées et de proposer des solutions pour un avenir meilleur. Le vice-président ivoirien a dressé un tableau de la situation dans le monde et plus particulièrement sur le continent africain. En dépit d'une situation globale peu reluisante, Tiemoko Melie-Kone a souligné les progrès réalisés par son pays ces dernières années, grâce notamment à des réformes et à des investissements de taille. Malgré ce contexte international marqué par des défis majeurs et de nombreuses incertitudes, la Côte d'Ivoire a su préserver sa trajectoire de croissance économique grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Ouattara Alassane. Depuis 2011, 3 plans nationaux de développement successifs ont servi de cadre stratégique pour orienter les réformes et les investissements nécessaires à cette transformation. Ces plans ont permis d'opérer des réformes structurelles ambitieuses et de réaliser des investissements massifs pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et compétitives dans les secteurs clés de son économie. Autant d'efforts qui ont contribué à redynamiser l'économie avec un taux de croissance moyen d'environ 8% par an au cours de la dernière décennie. Le taux d'investissement qui était inférieur à 9% en 2011 a progressé de manière significative pour dépasser 25% en 2023. Si les indicateurs passent au vert à l'échelle nationale, pour le vice-président ivoirien, il reste néanmoins évident que les défis actuels auxquels le monde est confronté exigent des réponses globales, inclusives et ambitieuses. En premier lieu, il est impératif de résoudre la question cruciale du financement du développement en mobilisant des ressources adaptées aux besoins croissants des économies en développement. Pour atteindre cet objectif, une réforme profonde de l'architecture financière internationale, telle qu'évoquée lors du sommet de l'avenir, pourrait jouer un rôle déterminant. Dans le même temps, les engagements pris lors des COP
en matière de financement de l'action climatique devront se matérialiser le plus rapidement possible afin de soutenir l'adaptation des économies africaines aux impacts croissants du changement climatique et d'accélérer leur transition écologique. Enfin, aucun des efforts ne pourra porter ses fruits sans une attention particulière à la jeunesse, notamment en Afrique. Pour sa participation à ce grand rendez-vous de réflexion et de dialogue autour des grands enjeux de la gouvernance mondiale, la Côte d'Ivoire met en avant le devoir collectif de transformer les défis mondiaux en opportunités pour bâtir un avenir plus inclusif, durable et prospère. Fondée en 2008 et présidée par Thierry de Montbrial, président de l'Institut français des relations internationales, la World Policy Conference rassemble des personnalités de haut niveau des 5 continents. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est reparti pour le FENA, le Festival national de l'Afrique, et c'est la 4e édition cette année. Une édition 2024 marquée donc par cette ouverture officielle qui s'est faite cette semaine au Parc des Expositions de Treichville par le Premier ministre. Le FENA, qui est une initiative des communautés CEDEAO, a pour objet de sensibiliser la jeunesse sur l'importance de préserver l'unité et les valeurs culturelles africaines. Compte rendu, Marie-Chantal Akandan, Ulrika Dangon. La 4e édition du Festival national de l'Afrique, FENA 2024, s'inscrit dans une dynamique de réaffirmation des valeurs fondamentales de l'Afrique, tout en mettant en lumière le rôle clé de la jeunesse dans la préservation du patrimoine culturel. Que seraient nos États dans le futur si les jeunes qui doivent les animer ignorent les fondements socio-culturels de leur société? Que seraient nos jeunes demain s'ils ignorent les valeurs culturelles qui fondent leurs identités? Ce thème nous rappelle donc nos missions de préservation et de promotion de notre si précieux patrimoine culturel. Notre responsabilité est donc la transmission de nos savoir-faire à notre jeunesse, qu'elle s'approprie ces traditions tout en restant connectée avec la modernité. Le parc des sports de Treichville a réuni une mosaïque de cultures africaines autour d'un objectif commun. Au nom de la commissaire générale, Christine Assalé a plaidé pour un engagement accru des autorités dans la valorisation des traditions africaines. Chers parents, pour l'éducation et la cohésion sociale, vous êtes des acteurs clés dans la transmission des valeurs culturelles en enseignant à nos enfants le respect des traditions, des anciens, ainsi que le savoir-vivre et le savoir-être. La cohésion sociale passe par l'acceptation de nos diversités culturelles et ethniques. Il est primordial d'éviter les conflits interethniques et religieux, car ils fragilisent notre société et entravent notre développement commun. Le ministre d'État Kobenan Adjoumani a réaffirmé son soutien à cette initiative et a annoncé des dons estimés à 21 millions de francs CFA pour soutenir cet événement. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, haut patron de la cérémonie, a souligné que la culture est le socle identitaire des peuples et un vecteur de cohésion sociale. La culture donne à l'homme, à chaque homme, son identité. Parce que la culture décrit, expose et trace le passé, le présent et l'avenir de chaque homme. Nous devons tous enseigner à nos enfants le respect des aînés, le respect des aînés, le respect pour les chefs traditionnels, le respect pour les chefs religieux, le respect pour la vie humaine et surtout le respect pour les parents. La première bénédiction d'un enfant, c'est d'aimer son père et sa mère. De là, Dieu ouvre toutes les portes.
Le FENA 2024 se positionne comme un appel vibrant à la jeunesse africaine, l'invitant à préserver et à transmettre les valeurs et traditions qui façonnent l'histoire et l'avenir culturel du continent. Ce festival constitue ainsi un pont essentiel entre tradition et modernité. On met à présent le cap sur Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, où s'est tenu pendant 72 heures un séminaire organisé par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette séance de travail à l'intention de toute l'administration publique avait pour objet de faire l'état des lieux de la politique, de l'éthique et de la déontologie. Toutes les précisions avec Jean-Marc Djadji. 3 jours de réflexion pour s'accorder sur le texte final du Code d'éthique et de déontologie de l'administration publique. Ce texte est vulgarisé auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Il faut que l'agent public élève son niveau de conscience. Nous sommes à la tête d'administration. Nous travaillons pour le peuple. Et il faut bien sûr que des conditions soient bien claires, des sillons soient tracés pour que nous puissions rendre le meilleur de nous-mêmes, dans le respect de l'usager du service public. Ce colloque sur la mise en œuvre d'une politique d'éthique et de déontologie dans l'administration publique est à l'initiative du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Les experts de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie, logés au sein de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, y ont apporté leur contribution. Il s'agit maintenant, après ce partage-là, de voir comment les différents points focaux des différentes administrations ont pu avancer dans la mise en place de leur politique éthique et déontologique. Ce séminaire est rattaché à la gestion financière. C'est pour permettre à l'administration d'avoir des éléments juridiques à appliquer. C'est pour leur donner les moyens de bien gérer les deniers publics. Le Code d'éthique et de déontologie de la fonction publique est un instrument de bonne gouvernance pour une administration au service des populations. C'était une réunion de clarification. Les chefs coutumiers du district d'Abidjan et le ministre de la Construction se sont rencontrés cette semaine. Leurs échanges ont porté sur la requête des propriétaires terriens de voir proroger la validité de l'attestation villageoise au-delà du 31 décembre 2024. Même si cela ne leur a pas été accordé, Bruno Nabagné-Koné les a tout de même informés que des mesures seront mises en œuvre pour améliorer leur trésorerie. Maintenir les mesures transitoires pour l'attestation de droit d'usage coutumier ADU en vigueur depuis le 1er juillet 2024 et surtout repousser le délai de validité des attestations villageoises au-delà du 31 décembre prochain. Ce sont les principales requêtes formulées par les chefs du district d'Abidjan à l'endroit du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Nous pensons que le délai accordé aux populations, aux acquéreurs pour établir leur ADU, le délai accordé pour la validité des attestations villageoises est trop court. Bruno Nabagné-Koné s'est montré très réservé sur l'opportunité d'une prorogation du délai de vie de l'attestation villageoise. Si nous laissons encore un an, mais c'est un an d'incertitude, c'est un an de problèmes à nouveau qui vont continuer. Je ne pense pas que ça baisse. Toutes les personnes qui sont à l'affût aujourd'hui, qui profitent des faiblesses du système, j'allais dire, si vous leur donnez un an, vous risquez d'aggraver la situation. Pour le gouvernement, il s'agit davantage de répondre à la forte attente des populations en matière de sécurité foncière. Pour atténuer l'impact financier de l'avènement de l'attestation de droit d'usage coutumier, des options ont été envisagées en faveur des chefferies, notamment le reversement d'une quote-part ponctionnée sur les frais de notaire et la mise en place d'une clé de répartition en pourcentage au coût du morcellement des parcelles. En Djouakwa, le préfet d'Abidjan a assisté aux échanges.
De Lanciné Bakayoko. Le symposium international sur l'état civil en Afrique vient de s'achever. Cette édition est la deuxième du genre et elle a réuni de nombreux experts, des décideurs politiques et des représentants d'organisations internationales. L'universalité de l'état civil au défi des mobilités internationales, c'était cela le thème de cette édition 2024. Sidonie Davila revient là sur les recommandations et autres résolutions. Pendant 3 jours, les experts et praticiens venus de différents pays ont échangé sur les défis communs auxquels l'Afrique francophone est confrontée, notamment face aux mobilités internationales croissantes. Ce symposium, l'occasion pour ces représentants d'une vingtaine de pays de recommander pour un état civil moderne et inclusif. Réfléchir au cours de la prochaine conférence des ministres en charge de l'état civil sur les possibilités de création d'une plateforme intergouvernementale à l'image de la Commission internationale de l'état civil pour la circulation de documents d'état civil. Il s'agit de définir une stratégie nationale de promotion et de modernisation de l'état civil, accroître la sensibilisation auprès des populations cibles en intégrant les chefferies, les guides religieux et associations qui œuvrent sur le terrain dans une certaine mesure pour les enfants eux-mêmes et leurs déclarations à l'état civil. Engagé dans la modernisation de l'état civil, l'ONESI, organisateur de ce deuxième symposium, s'est réjoui de l'aboutissement de ces échanges qui renforcent son action. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a insisté sur la nécessité de traduire les recommandations issues des travaux en actions concrètes. Je me réjouis de ce cadre de réflexion et de référence que vous avez bien voulu mettre en place afin de relever ensemble les défis et doter chaque personne ou chaque individu d'une identité juridique. L'événement s'est conclu par un appel unanime à l'engagement et à la collaboration pour relever ces défis. La prochaine édition, attendue avec impatience, poursuivra cet élan en 2025, cette fois au Gabon. Plusieurs dizaines d'hommes et de femmes ont reçu cette semaine leur diplôme d'expert en ingénierie du genre à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision. La cérémonie de graduation s'est tenue à Abidjan-Cocody en présence de nombreuses personnalités, dont le directeur du Centre international L'eau de l'UNESCO, parrain de cette 7e promotion. Amakone, Sephora Zegui, Alassane Samassi. 80 auditeurs reçoivent leur parchemin à l'issue de 9 mois de formation en ingénierie du genre. Désormais expertes et experts en genre, ces auditeurs sont outillés à conduire le processus d'intégration du genre partout dans le monde. Le diplôme dont nous sommes auréolés est un appel à l'action pour l'avenir. La route qui s'ouvre devant nous, elle est longue et parfois sinueuse, jalonnée de défis, mais nous devons avancer, forts de notre diversité, de notre solidarité et de nos convictions. Nous sommes les artisans d'un avenir plus juste, les bâtisseurs d'un monde où chacun a sa place. Initiée en 2017 par Euphrasie Kwasi-Yao, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, cette formation est dédiée à la promotion de l'égalité des chances, à l'environnement, à la paix et au développement durable. Il y a des gens qui se lèvent, qui veulent faire la question de genre. Ils ne savent même pas quels sont les outils qu'on utilise pour réussir. Avec nos experts en genre, c'est la connaissance, c'est des projets concrets et réels qui se passent. On leur donne des outils de compréhension des questions de genre. On leur donne des outils de leadership pour leur permettre de corriger des inégalités et d'avoir de l'impact. En cette année d'existence, ce programme de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision a formé plus de 400 experts originaires de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Tchad, du Gabon et du Canada.
Ces derniers temps, on assiste bien malheureusement à de terribles accidents de circulation sur les routes ivoiriennes avec des bilans souvent très lourds. Après analyse, il ressort que la plupart des véhicules qui occasionnent ces accidents ne sont pas en très bon état ou alors ce sont les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Et dans un premier temps, donc, le parc automobile se doit d'être renouvelé. On en sait plus avec Eugène Atoubé. Sur l'axe Daloa-Issia revêtu d'un bitume neuf en divers endroits, c'est toujours le va-et-vient incessant des véhicules de transport. On les appelle communément Massa et Vario. Les voici en stationnement dans le village de Brocroix, à 15 km d'Issia, à la recherche de passagers. Ironie de l'histoire, c'est dans ce village qu'est survenu le terrible accident du vendredi 6 décembre, faisant 26 morts et 33 blessés. En cause, l'incivisme d'un conducteur de ce type de véhicule. Aujourd'hui, encore, Brocroix est dans la consternation. Depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive même pas à manger de la viande. Les gens étaient brûlés. Bon, on sentait mal à l'aise dans le village. L'accident de Brocroix achève de convaincre de ce que les véhicules de transport appelés Massa et Vario dans l'inconscient collectif sont des dangers potentiels pour les passagers. L'argument avancé est que les engins sont vieillissants et mal entretenus. Les conducteurs ne respectent pas le code de la route et multiplient à l'envi les voyages à l'aide d'excitants ou de produits dopants pour le maximum de profit. Gare routière de Daloa. Les Massa et les Vario, à partir de cette gare, toujours pleine de monde, plusieurs destinations. Dans cette région, les Massa, les Vario sont les véhicules rois, sur les routes menant à Vavois, Guessabo, Issia et Gonaté, localités à partir desquelles l'on peut accéder à plusieurs villages de la région. Emprunter ce type de véhicules est mal nécessaire, confessent les passagers. Et face à cette réalité, ils font contre mauvaise fortune bon cœur. Je vais à Bébo aussi, chez moi. Je ne suis pas très contente parce que dans ce siècle-là, on ne doit pas avoir vraiment seulement les dinars. On peut avoir vraiment les bonnes voitures pour arriver là-bas. On dit que quand ils prennent Massa, ce n'est pas bon. Ça dépend des chauffeurs de Massa. Il y a les conducteurs qui roulent bien. Il y a les conducteurs aussi, franchement, qui ne roulent pas bien. Bon, quand un passager apprête un conducteur comme ça, franchement, s'il descend, quand il va voir Massa, il va dire non, Massa n'est pas bon. Le rapport des données statistiques des accidents sur la voie publique en race campagne du 1er janvier au 31 octobre 2024 dans la région du Haut-Sassandra, établi par la Direction régionale des transports du Haut-Sassandra, indique 109 accidents mortels, faisant 10 tués, 27 accidents corporels faisant 77 blessés, ce qui donne en moyenne un accident par jour et un tué par mois. Les principales causes de ces accidents, selon la gendarmerie, sont la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et le mauvais état de fonctionnement des véhicules. Ce dimanche, Diaby Ibrahim, le premier responsable du Haut Conseil des entreprises de transport, rencontre les membres de la délégation de Daloa. Le contexte n'est pas favorable à l'image de la corporation et impose que les vérités soient dites. Au moment où le gouvernement a fait l'effort nécessaire de doter notre pays d'un réseau routier impeccable, c'est en ce moment-là que nous commençons à voir qu'il y a des accidents de la circulation. En ce qui nous concerne, la lutte que nous avons à mener aujourd'hui, cette lutte-là va être dirigée principalement vers nos machinistes, vers nos conducteurs routiers, vers nos opérateurs du secteur du transport, pour attirer l'attention des uns et des autres que trop c'est trop. Après plusieurs mois de sensibilisation, pour nous, il est important de passer à une phase de répression. La répression. Mais pour l'heure, c'est toujours la phase de sensibilisation qui est en vigueur, dans le prolongement des campagnes portant sur la lutte contre les accidents de la circulation à l'endroit des usagers de la route. Au centre culturel d'Issia, où le ministre des Transports a rencontré les transporteurs après la tragédie de Brocroix, rencontre élargie à tous les acteurs du secteur, Amadou Koné les a exhortés à s'engager dans le professionnalisme. Même si globalement le parc automobile en Côte d'Ivoire s'est rajeuni,
Mais il y a sur le segment de transport de personnes, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Donc il nous faut continuer donc, de façon vigoureuse et sérieuse donc, à travailler sur le renouvellement du parc automobile. Le ministre des Transports invite les transporteurs, particulièrement les conducteurs, à tirer les enseignements de la tragédie de Brocquois et surtout à s'approprier les mesures pour réduire les accidents de la circulation. Des mesures appelées à chaque campagne contre le civisme routier. Attention donc sur nos routes, surtout en cette période de fête. Et demain, spécialement dans le magazine du dimanche, nous allons nous y attarder 15 minutes durant avec notre invité, le directeur général des transports terrestres et de la circulation. Ils sont du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ils sont issus des catégories famille modèle, meilleur établissement de protection et meilleure valorisation des compétences féminines. Ils viennent d'être désignés lauréats des 2e et 3e prix nationaux d'excellence. Notre reporter Khalil Diomondé était à la cérémonie de récompense. 38 ans de vie commune dans une parfaite harmonie. Le couple Boussou se voit attribuer le 2e prix national d'excellence de la famille modèle 2024. Le 3e prix revient à la famille Bazaré. Les 2e et 3e prix nationaux d'excellence pour la valorisation des compétences féminines sont décernés respectivement à Sephora Kodjo et Christiane Traoré. Je suis particulièrement honorée et très reconnaissante. Ce prix reconnaît notre impact et récompense tout le travail que nous abattons au quotidien pour valoriser les femmes dans un secteur assez singulier qui est le secteur de la logistique en Afrique. C'est un honneur pour nous de recevoir le prix de la famille modèle. Le secret, c'est la parole de Dieu, c'est la communication, c'est l'humilité. Pour la catégorie du meilleur établissement de protection et de remplacement, les 2e et 3e prix reviennent à la pouponnière Marie-Thérèse Oufouette-Boigny et le village SOS de la fraternité d'Aboisseau. Des distinctions qui appellent chacun des récipiendaires à maintenir le cap. Au nom de Madame la ministre, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vous encourage à persévérer dans cette voie et à continuer de porter haut les valeurs d'excellence et de mérite. Ces prix ont été suivis d'une récompense en numéraire, en l'occurrence un chèque d'1 500 000 francs CFA pour les lauréats classés 2e et 1 million de francs CFA pour les 3e. En Côte d'Ivoire, le projet de dressage urbain se poursuit. Après l'étape d'Abidjan, c'est au tour de certaines villes essentielles de l'intérieur du pays de bénéficier de ce projet important. On parle déjà de Yamoussoukro, de Korogo et de Daloa. Et justement, à la préfecture de Daloa, notre reporter Jean-Louis Gbangbo a pu assister à la réunion de démarrage du projet. Son reportage, il nous le proposera dans nos prochains journaux. Il y a du sport dans ce journal, c'est du foot. Ce week-end va se jouer la 3e journée de la Ligue des champions CAF. Le stade d'Abidjan, qui n'a pas encore obtenu de points, sera face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Les entraîneurs des deux équipes ont animé hier au stade Félix Houphouët-Boigny une conférence de presse. Hier donc vendredi, et Patrick Dadier était sur place pour RTI Sport. Après 2 sorties infructueuses où le stade d'Abidjan n'a pris aucun point, les Yéyés, logés dans le fond du classement, espèrent se relancer dans la compétition. Ce samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny, pour la 3e journée de la Ligue des champions CAF, dans le groupe C, Mansour Kouakou et ses coéquipiers croisent le fer avec Orlando Pirates d'Afrique du Sud, dauphin dans la Ligue d'Égypte, 4 unités plus 1. Un face-à-face très déterminant pour les stadistes qui doivent faire preuve de rigueur défensive et d'efficacité devant les buts. Nous sommes dans une poule qui est vraiment difficile. Donc tous les matchs que nous devons jouer sont des finales. Nous attendons à ce type de tournoi. Alors je pense que ça va être détermination et courage que nous allons affronter Orlando Pirates. Le SAD n'est pas arrivé là par hasard. Et donc nous devons montrer à tout le pays ivoirien que nous sommes capables, n'est-ce pas, de prendre les 3 points demain. Il nous faut.
parce que nous voulons continuer vraiment la compétition. Attention à Orlando Pirates, actuel deuxième dans le championnat local et considéré comme l'un des géants sur le continent. Commençons notre première étape dans cette compétition qui est difficile. J'ai l'expérience en tant que coach et j'ai l'expérience aussi en tant que joueur. Quelle que soit l'équipe que nous rencontrons, que ça soit une meilleure ou moins meilleure équipe, nous voulons vraiment faire de notre mieux. Si lors de la précédente rencontre, face aux Algériens de Belouizdad, où les gradins du Félicia étaient pratiquement déserts, cette fois, le public sportif ivoirien doit jouer son rôle prépondérant, celui du 12e homme. Et cette victoire, on l'attend. Le stade d'Abidjan doit remporter ce match. Je vous le disais au sommaire, au moins 86 avions provenant des Émirats arabes unis auraient atterri à Amdjaras au Tchad depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 18 mois. L'aéroport se trouve à 50 km de la frontière avec le Soudan. Les Nations unies soupçonnent les Émirats arabes unis d'utiliser cet aéroport pour acheminer des armes à l'un des belligérants au Soudan. Les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Hemedti, Abu Dhabi a toujours nié ces accusations et affirme utiliser cet aéroport dans le nord du Tchad pour livrer de l'aide humanitaire à son hôpital de campagne dans la région. Demain, c'est le 15 décembre et je serai encore ici pour le grand journal du dimanche.